Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà du mur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui parlera à beaucoup d'entre vous. Comment bien préparer un 10 km, que ce soit votre premier ou que vous cherchiez à battre votre record personnel. À quelques jours des 10 km de Payerne, et alors que les beaux jours reviennent peu à peu, j'ai invité une experte pour vous aider à structurer votre préparation et éviter les erreurs classiques. Véronique Durer est formatrice des entraîneurs chez Swiss Athletics et Swiss Triathlon. Elle a une immense expérience dans l'accompagnement des coureurs, du débutant au sportif confirmé. Elle a aussi un impressionnant vécu en compétition, notamment à travers ses nombreuses participations au Gigathlon, une course multidiscipline extrême qui traverse toute la Suisse. Dans cet épisode, nous allons parler de comment structurer ses entraînements quand on a un emploi du temps bien chargé, les erreurs les plus courantes des coureurs débutants et comment les éviter, l'importance de l'endurance de base pour progresser sans se blesser, comment optimiser sa récupération et son alimentation pour arriver en pleine forme le jour J. Et surtout, comment prendre du plaisir en courant, parce que c'est la clé pour durer. Véronique partage aussi un guide pratique de nutrition sportive, totalement gratuit, que vous pourrez télécharger pour adapter votre alimentation à votre pratique. Alors, que vous visiez une simple participation ou une performance sur votre prochain 10 kills, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Petite note avant de lancer l'épisode, un léger problème technique a fait que certains de mes débuts de phrases ne seront pas toujours très perceptibles. Mais rassurez-vous, cela ne gêne en rien la qualité des échanges et des précieux conseils de Véronique. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Véronique, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, merci. Et toi? Mais fantastique, merci bien. Merci de me consacrer du temps depuis ton canton d'Obwald si lointain. Quelle météo fait-il aujourd'hui là-bas? Grand brouillard. Grand brouillard jusqu'à, je crois, 600 mètres. Parce que ce matin, j'ai vu le soleil où j'étais, donc Ah ouais, c'est pas très donc tu t'es déjà entraîné ce matin? Ouais. Ah, chanceuse. Je me suis occupé de mes enfants ce matin. Bon, je suis aussi chanceux, j'ai pu m'en occuper ce matin. Tu parles avec un accent tu parles français parfaitement, sans accent suisse-allemand. Comment ça se fait? Je suis pas sûre que j'ai pas j'ai pas d'accent suisse-allemand parce qu'après 28 ans dans le canton d'Obwald, je sais qu'il y a des mots et des phrases qui sonnent un peu toto. Mais ouais, ça fait 28 ans que j'habite dans le canton d'Obwald et je donne beaucoup de cours en français pour la formation des entraîneurs, donc ça facilite de rester dans la langue française, hein, je dirais. Ouais. Donc tu es une romande expatriée dans le canton d'Obwald. Ouais, exact. Alors, pourquoi être partie aussi loin de la Suisse romande? Je suis une amoureuse des montagnes et quand je suis arrivée dans la région Lucerne, Suisse centrale, ça m'a tout de suite accroché. On peut aller en montagne, on peut aller au lac, on peut faire du ski de piste, on peut faire du ski nautique presque dans la même journée. Et pour moi qui ai toujours fait du sport, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit que pourquoi pas, si je devais aller quelque part apprendre l'allemand, j'irais du côté de Suisse centrale. Mais je pensais rester 6 mois au début. Ah, effectivement, 28 ans plus tard. Ouais. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne t'auront pas reconnu à la voix, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus qui tu es et d'où tu viens plus précisément? Alors, je m'appelle Véronique Durer. Avant, c'était Véronique Paillard. Je viens de Sainte-Croix. Je suis née dans une famille sportive, gym, athlétisme, tout et tout. Je suis arrivée en Suisse allemande, vous l'avez entendu, il y a 28 ans. Mon métier, c'est pas le sport au début, c'était plutôt l'architecture. Mais à un moment donné, mon mari étant dans la construction, j'ai décidé de prendre mon chemin à moi, en concurrence. J'étais dans le sport et j'ai fait toutes mes formations pour être entraîneur. Et puis finalement, j'ai fait les formations pour être formateur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hugo et tout plein de gens dans la Suisse romande, enfin
Ouais, une bonne partie des gens que je connais de Suisse romande, c'est à cause du sport. Je suis chez Suisse Athlétique et maintenant aussi chez Suisse Triathlon. Et Suisse Olympique, après aussi longtemps dans les formations et en tant qu'entraîneur, j'ai continué à faire mon papier d'entraîneur professionnel pour le sport de performance. Et je suis aussi maintenant aux examens professionnels en tant qu'expert depuis plusieurs années. Mais je fais pas les formations chez Suisse Olympique, je vais juste aider pour les examens. Et si tu devais choisir un seul sport, ça serait quoi? C'est une question piège, c'est pas possible. Non. D'accord, donc il y en a beaucoup trop, tu es une polysportive comme tu aimes souvent le dire. Je dirais une discipline, le gigathlon. Ça représente quoi comme discipline ou comme distance? Le gigathlon, c'est la compétition qui a été faite, qui s'est organisée depuis l'année 2002 jusqu'en 2022, donc pendant 20 ans. Et ces 20 ans, vraiment, je les ai utilisés pour faire ce sport-là. Enfin, ces sports-là, c'est comme un triathlon un peu plus gros, hein, vous l'avez compris. Il y a la natation, la course à vélo, la course à pied, le vélo de route, le vélo de montagne, le patin en ligne et le trail running pour les 6 disciplines. Des fois, ils changeaient une discipline, ils ont mis le swim and run, ça veut dire qu'on va nager avec les chaussures de course et qu'on court avec le néoprène. Hein. Mais c'était des petites parties, c'était les prologues, le swim and run. Et c'est ça que j'aimais faire. J'aime toujours bien faire, mais j'arrive plus à faire les distances. C'était à peu près 400 kilomètres en 2 jours. Et la dénivellation par rapport à la région où la compétition se trouvait. Donc, si c'était dans le Valais, ça faisait beaucoup de dénivellation. Dans le Jura, un peu moins. Et voilà. J'en ai fait 5 fois toute seule. Waouh, donc tu aimes les sports d'endurance longue ou tu es quand même en solitaire tout le temps en fait? Ah oui, j'ai la paix, je peux avancer. Tu peux réfléchir aussi. Je peux regarder la nature. Ouais. J'ai jamais fait ces compétitions pour gagner quelque chose. C'était vraiment plus pour faire pour le voyage à travers la Suisse sans me préoccuper de quoi que ce soit. J'avais mes aides qui m'organisaient le changement de discipline, les repas et tout. Et la seule chose que je devais faire, c'est d'avancer, de profiter de notre pays. C'est ça qui m'a vraiment motivée à le faire. Ouais, puis j'imagine, comme tu l'as très bien dit, les aides, alors il en faut un certain nombre hein, quand même, parce que 400 kilomètres, alors c'est certainement des personnes qui se déplacent d'un poste à l'autre, mais au niveau logistique, etc., j'imagine c'est quand même une petite entreprise qui se déplace et qui t'accompagne pendant une course. Non, moi, on a toujours droit à 2 personnes, hein, donc, mais oui, il faut que, pour les premiers, pour les plus rapides, qui voyagent à la Suisse comme ça, les premiers, ils ont un stress pas possible, parce qu'il faut toujours atteindre la zone. Pour moi, c'était plus tranquille. Ils devaient peut-être attendre un peu plus longtemps pour que j'arrive, mais ouais, pour eux, c'est 2 jours très, très intensifs. Pour moi, c'était OK, je m'étais entraînée toute une année, donc, ouais. Effectivement, donc une des belles aventures que tu as vécues pendant plusieurs années. Et comme tu l'as très justement dit, donc j'ai eu la chance de faire ta connaissance, c'était il y a 2 ans peut-être, lors d'une formation nutrition, à Podé, je crois. Enfin, Ouais, c'était la première fois qu'on se voilà, parlait. Ouais. c'était ça. Si j'avais su qu'on resterait en contact aussi longtemps la première fois qu'on s'était rencontrés, j'aurais pas forcément cru parce que sur le moment, je me suis dit, tiens, elle a l'air bizarre, elle me parle de nutrition, elle me parle d'entraînement, mais qui est cette personne? Et aujourd'hui, tu as très gentiment accepté de me répondre à mes questions. Donc, sur cet épisode, un peu consacré aux 10 kilomètres, parce qu'on enregistre aujourd'hui l'épisode, on est le mardi 4 février, donc dans 3 semaines, un peu moins, il y a les 10 kilomètres de Payerne, et dans un mois, il y aura la Kaiserslautern, dans 2 mois, il y aura le marathon de Zurich, avec toutes les petites épreuves qui vont en déboucher. Et puis l'idée, c'est de pouvoir profiter de l'expertise d'une championne du gigathlon et d'une entraîneuse, qui de mieux pour une entraîneuse, pour donner les meilleurs conseils à quelqu'un qui souhaiterait débuter ou redébuter la course à pied ou alors progresser en vue de battre son record du 10 km. Zéro pression. Non, je vais faire mon possible. Je veux dire, faut pas me canaliser sur le bon chemin parce que j'ai tellement de possibilités de diverger. Non, mais alors, on va essayer, tu verras, je suis persuadé que ça va très très bien se passer. On va commencer en douceur, donc pour les personnes qui débutent la course à pied ou qui font de la course à pied quand elles ont du temps, c'est quoi les éléments fondamentaux auxquels il faut penser quand on débute? Parce que là, on sort gentiment de l'hiver. Alors aujourd'hui, il fait beau. Je me projette déjà dans mon entraînement de ce soir, et ça fait plusieurs années que je cours. Pour les personnes qui se sont dit peut-être, début janvier 2025, cette année, je commence à courir, il faut penser à quoi au-delà de acheter une paire de chaussures?
La régularité. Ça veut dire que courir, c'est quelque chose qu'on entraîne avec la régularité et la répétition de l'effort. Ça sert à rien d'aller une fois par semaine 1 heure, mais plutôt 3 fois par semaine 30 minutes au début. C'est ça le plus important. C'est déjà de se fixer les temps. Bon, pour l'agenda, enfin ouais, de fixer l'agenda et se dire ok, 3 fois par semaine j'y vais, c'est le minimum, 3 fois par semaine. Et ça doit pas être 3 fois par semaine 1 heure et demie, c'est 3 fois par semaine 1 demi-heure de course. Ça, c'est pour un débutant, c'est ça. Et comme justement dit, c'est que des rendez-vous qu'on prend avec soi-même dans son planning. Donc, ça implique quand même déjà une réflexion en amont en se disant, bah oui, je vais commencer à courir. À quel moment est-ce que je vais courir? Donc, j'ai trouvé mes 3 fois 30 minutes à caser, peu importe à quel moment, hein, que ce soit avant le travail, à midi ou le soir. Je cours le plus vite possible pendant ces 30 minutes, ou est-ce qu'il y a quand même des bonnes pratiques? Oui, on dit souvent, ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est les managers style, ils vont courir 1 demi-heure à fond, ils arrivent la tête rouge au bureau, ils sont contents, ils ont fait quelque chose, ils ont dépensé des calories. En fait, c'est pas vraiment l'idéal pour commencer. Euh, il y a toujours un avantage à faire quelque chose, mais si on veut le faire vraiment sur le long terme, il faut y aller gentiment. Donc, on commence gentiment. Pour ceux qui me demandent, généralement, je les dis, mais va avec quelqu'un. Va avec quelqu'un et discute. Tant que tu peux causer, tant que tu peux parler avec la personne à côté de toi, c'est que tu es dans le bon niveau. Du moment où tu peux plus parler parce que ton corps a besoin de trop d'oxygène pour avancer, c'est déjà trop vite pour le début. Après, oui, on peut s'amuser à aller plus vite, mais pour le début, c'est vraiment courir tout en pouvant parler. Et tu as souligné quelque chose de très intéressant au début, enfin, qui a un lien quand même avec la motivation, c'est que quand on se dit on va commencer à courir, c'est très souvent compliqué de trouver la motivation. Et c'est vrai que pour débuter en tout cas, s'il y a quelqu'un qui se lance avec nous, c'est quand même nettement plus simple. Ah oui, ça aide aussi pour donner les rendez-vous. Et si on n'a pas envie d'y aller, on a toujours la personne qui nous attend, donc on est un peu obligé d'y aller. Franchement, même moi, en tant qu'entraîneur, des fois, il y a des moments où j'ai pas forcément envie d'aller sur la piste d'athlétisme, mais je sais qu'il y a toujours des gens qui attendent, sur mes compétences ou ma présence, donc ça m'oblige à y aller. Et à la fin, tout le monde est content et moi aussi, parce que ça m'a fait du bien aussi à moi. Donc, oui, se donner des rendez-vous à soi. Et si on a un peu de problème ou si on n'est pas trop sûr, prendre quelqu'un avec, c'est mieux. Ou éventuellement peut-être intégrer un groupe de course à pied aussi, justement, parce que ça permet de discuter avec les copains et puis de rester en endurance fondamentale et effectivement de se dire bah, si j'y vais pas, je vais pas les voir. Et indirectement, on rentre un peu dans cette boucle vertueuse d'entraînement. Oui, justement, on forme beaucoup d'entraîneurs pour le sport adulte qui s'occupent de ça. L'important, c'est quand on va dans un groupe, il faut rester tranquille. Enfin, il faut pas essayer d'aller courir avec les autres à leur tempo. Il faut vraiment courir pour soi à son tempo. Parce que dès qu'on commence à courir avec les autres, peut-être ça va être trop vite, hein, et ça va pas faire l'effet qu'on veut. Alors, il faut toujours bien choisir, qu'est-ce qui est bien pour soi et pas. Par contre, on peut faire 1 fois par semaine avec un groupe, 1 fois seul, et 1 fois avec une personne qui court à peu près le même rythme que nous. Et comme ça, c'est presque idéal. Je suis régulièrement confronté à des personnes qui disent j'ai l'impression que je vais pas vite, enfin je me traîne, je suis un escargot, je viens pas courir avec toi parce que je vais trop lentement, etc. Quelqu'un qui a envie de courir plus vite et de progresser et qui a pas de temps. C'est quoi la pilule magique que tu lui donnes? C'est le même système que pour les débutants qui n'ont jamais couru et qui aimeraient courir. On va courir peut-être au début, enfin, ou marcher 10 minutes. Donc la première partie, c'est une partie d'échauffement. Et ensuite, on part peut-être pour 5 minutes tranquille. Et si on a envie d'aller plus vite ou s'améliorer, on peut mettre 1 minute à un tempo plus rapide. Plus rapide, ça veut pas dire la tête rouge-violette. Ça veut dire un petit peu plus rapide parce qu'il faut quand même tenir 3 ou 4 fois de suite. Ça s'appelle des petits intervalles. C'est pas méchant, mais ça oblige un peu le corps à réagir, à s'adapter à un rythme plus rapide. Et plus on va le faire, et mieux ce sera, plus on va s'adapter à à ce rythme-là, et on pourra aussi prolonger le temps d'accélération, ou bien le temps rythmé, jusqu'à une fois peut-être courir 1 demi-heure plus rapidement. Donc il faut habituer le corps vraiment petit à petit. Il faut pas le forcer parce que le corps est un système biologique, il s'habitue, il s'adapte très facilement. Il faut avoir la patience d'attendre qu'il s'adapte. Voilà. Mais je te rejoins tout à fait au niveau de cette notion de progressivité. Et si je veux éviter
de dépenser tout mon troisième pilier en matériel de course à pied, en capteur de puissance, etc. Comment est-ce que je m'assure que la sollicitation ou le plus rapide, c'est suffisant ce que je fais justement pour me permettre de progresser? Le coût de l'entraînement. En fait, ça coûte rien. Les bonnes chaussures, oui, parce que ça, c'est important. Mais je veux dire très franchement, je n'ai aucune montre hein, et je fais du triathlon. Je m'entraîne avec un chronomètre. Si je veux vraiment savoir combien de temps, je regarde là. Bien sûr, on est un petit peu sponsorisé, on a des atouts et des bidules, mais j'en ai pas besoin. Et je dis aux débutants, ils en ont pas besoin non plus. Après, c'est peut-être un problème, un besoin d'ego, de montrer la plus grosse montre et tout ça. Là, j'ai des beaux vélos, mais c'est tous des vélos d'occasion. Il y en a un, il a 40 ans, hein, de vélo, il fonctionne quand même. Je dis, le matériel, c'est pas forcément l'importance, à part les bonnes chaussures, parce qu'on court quand même des kilomètres et des kilomètres dessus. Après, il faut se connaître soi déjà avant d'utiliser des gadgets. Parce que si on n'utilise que des gadgets, je suis pas sûre qu'on apprenne à se connaître et à avancer comme il faut. Et justement, dans cette notion de progression, quelqu'un qui commence sa course à pied et qui va progressivement et qui écoute ces précieux conseils que tu nous donnes, si elle a envie de courir plus vite, d'y aller à la sensation, comment faire quand même pour se fixer des objectifs chronométrés, quand même à un moment donné? Tu veux parler des petits tests pour savoir où ils en sont? Ouais, exactement. Tu vois, sans forcément rentrer dans le test de lactate en laboratoire sur le tapis, où on prend la goutte Non, de sang, etc. Donc, comment faire non, pour parce se qu'on mesurer peut un faire peu? des tests. Il y a des tests de 6 minutes, 12 minutes. Il y a des tests de distance où on peut se rendre compte à peu près à quelle vitesse on est suivant les étapes. Et après, si vous avez un entraîneur comme ça, on peut calculer la vitesse qu'on peut courir pour un 10 km. J'arrive à le faire ce gros calcul si je vois les gens courir. Après, il existe sur Internet des moyens où on peut faire justement des petits tests et donner les résultats de ce qu'on a fait tout seul. Et ça calcule en gros le temps qu'on pourrait avoir. Après, se dire, OK, là, c'est mon point de départ, mais je vais arriver 5 minutes plus vite avant l'arrivée, c'est un peu plus difficile parce que, justement, le corps a besoin de patience et de s'habituer. Alors, c'est mieux de prendre vraiment le temps qu'on a déjà calculé, je dirais, pour une première fois. L'automne dernier, quand j'ai construit mon propre programme d'entraînement pour le 10 km de Payerne, donc qui aura lieu dans quelques semaines, je me suis dit, bah, j'ai toujours eu envie de courir les 10 km sous les 40 minutes. Je suis allé faire mon test d'effort en laboratoire, avec les gouttes de sang, etc. J'avais mes zones nickel. Je sors de mon test d'entraînement, qu'est-ce que je fais? Je mets mes données là et je me dis, OK, si je veux courir les 10 km en moins de 10 minutes, il faut que je fasse du 3,59,59. Donc, je suis parti du principe que j'allais entraîner mon corps à courir à 3,59,59 quand je faisais des entraînements spécifiques. Voire même plus rapide, parce que si tu veux pouvoir courir, là on est vraiment dans le très pointu, mais si tu veux pouvoir courir 10 km à une allure sans mourir, sans avoir une fréquence cardiaque qui se retrouve à 200 et quelques, il faut quand même avoir de la marge. Donc je me suis dit, je vais prendre encore un peu de marge sur l'allure, et puis ça m'amenait à 3,40. Et quand je commençais à faire des intervalles longs, eh ben, très rapidement, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Donc, c'est extrêmement important de rappeler et de souligner ce que tu es en train de dire, c'est que un test d'effort, ça nous dit où on en est maintenant. Et si on veut progresser, eh bien, il faut justement stimuler son corps, lui donner des petits stimuli progressivement, mais surtout pas lui dire, hé Coco, non, 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 t'es là maintenant, moi je veux que tu sois là, donc à partir de maintenant, ben, je vais m'entraîner là, comme ça je sais que dans 2 semaines je suis là, parce que enfin, le gap il est immense, et puis c'est la blessure assurée. Ouais, c'est ça. En fait, il faut voir l'entraînement ou même c'est tout qui fonctionne comme ça. C'est une pyramide. Déjà, il faut mettre la base, la base de la pyramide. Et plus la base de la pyramide est large, plus elle est grande, plus on a investi de temps dans cette base, plus on peut améliorer les rythmes de course. Pour cet exemple, les rythmes de course qui vont au-dessus. Donc, si on n'a pas de base et qu'on va tout de suite dans un rythme de course élevé, ouais, tu as dit, la mort est pas loin. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, la machine, elle va dire stop, j'arrête et ça va plus avancer, soit par des crampes, soit par des problèmes physiques. Ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment, il faut commencer déjà justement 3 fois par semaine très tranquillement.
Après, à la place de faire 3 fois 30 minutes, parce que 30 minutes, c'est pas grand-chose, c'est vraiment pour les débutants, bah, on fait une fois 40 minutes, 2 fois 30, 2 fois 40, une fois 30, et on augmente comme ça jusqu'à 3 fois 60 minutes. Pour un 10 km, c'est déjà une bonne base, et peut-être même pour 2 fois 60 minutes et une fois 90 minutes, ou 1 heure et demie, pour la distance, vraiment pour la base de l'entraînement. Et puis, quand on a cette construction dans l'entraînement, quand on a décidé de passer autant de temps dans l'entraînement, on peut commencer à adapter et à améliorer le rythme. Ça veut dire qu'il y aura 3 courses par semaine. La course de 1 heure et demie, ça va être l'endurance de base, hein, pour vraiment consolider la base de notre pyramide. Ensuite, on va faire un peu des courses de rythme, des courses de tempo, je dis. C'est des séries de 10 minutes, 12 minutes, 8 minutes peut-être, au rythme de la course qu'on a prévu. Donc là, tu aurais pu faire ton entraînement, dire OK, 40 minutes, ça aurait fait 4 fois 10 minutes vraiment au tempo que tu avais décidé. Et puis ensuite, moi, j'aimerais bien quand même améliorer quand même un peu plus. Et j'ai encore un entraînement de libre où je vais faire beaucoup de techniques de course parce que ça influence énormément aussi le temps suivant comment on court. Et des intervalles un peu plus poussés, un peu plus coriaces pour la tête, pour la vitesse et tout ça. Donc avec ces 3 entraînements par semaine, et c'est pour ça que j'ai toujours 3 entraînements, c'est la base. On a un entraînement pour améliorer la technique et la vitesse, un entraînement pour améliorer le tempo et un entraînement pour consolider la base de l'entraînement. C'est très bien l'image justement de la pyramide que tu as indiquée, que vraiment construire la base en effectuant des sorties auxquelles on va pouvoir discuter, avoir une discussion légère pour créer justement cette habitude, habituer son corps à, à bouger, à courir, et puis progressivement justement, avec un volume restreint, commencer à rajouter la vitesse pour ensuite rajouter la technique, etc. Donc cette image de la pyramide, elle est hyper bien. Pour les proportions de la pyramide, est-ce qu'il y a aussi des notions de pourcentage? Oui, il y a 80% de verre, 80% où on peut parler comme il faut, sans problème, et 20% ou 15-20% où on peut aller dans le rouge. Dans le rouge, c'est vraiment le rythme de course d'un 10 km, c'est déjà un peu dans le rouge, hein, et les plus rapides. Mais ça ne veut pas dire que tout l'entraînement est dans le rouge. Quand je vais m'entraîner pendant 1 heure, j'ai l'échauffement, la technique de course, et le cool down, après l'entraînement, c'est tout du vert. Dans un entraînement d'1 heure avec un intervalle, il y a peut-être que 24-25 minutes, il y a peut-être 30 minutes d'intervalle vraiment très, très dur dans le rouge. Et les rythmes de course, les entraînements au tempo, la même chose. On a peut-être 40 minutes, 50 minutes dans la zone rouge, orange, 10 km. Et tout le reste, c'est du vert. Donc, on arrive avec 3 entraînements assez facilement à tenir, je dirais les 20%. Après, oui, on peut faire plus de vert pour encore mieux consolider la base, pour encore mieux améliorer après le rythme de la course. On a discuté de cette notion de pyramide, de courir lentement, de courir vite, etc. De prendre des habitudes de bouger 3 fois 30 minutes par semaine. Donc, on est rentré dans le cercle vertueux du mouvement. Par contre, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, et puis où forcément tout un chacun qui débute la course à pied ou qui recommence va être confronté, c'est l'énergie. On peut pas, alors peut-être quand on commence 3 fois 30 minutes, ça va, mais dès le moment où on commence à rentrer, à monter un peu au niveau de la pyramide, je pense qu'assez rapidement, on se rend compte qu'on est plus fatigué, on a peut-être plus faim, on a moins d'énergie. Ouais, avec 3 entraînements d'1 heure par semaine, on n'a pas forcément besoin, enfin je dis tant qu'on reste dans le vert, il n'y a pas forcément besoin de manger beaucoup plus. On va manger automatiquement un petit peu plus. L'important c'est de boire, je dirais vraiment l'important c'est de boire un demi-litre d'eau par demi-heure, 1 litre par heure. Ce matin j'étais à l'entraînement, j'ai fait 1 heure et demie, j'ai bu 1,5 litre d'eau, c'est vraiment l'important. Et on n'est pas forcément obligé d'ajouter des choses dedans, même si le marketing est un peu dans le sens contraire. Plus on va sortir long ou rapidement, plus on aura besoin d'énergie, mais c'est presque automatiquement qu'on pense peut-être à prendre une banane ou un truc à manger. Il n'y a pas forcément pour ce genre de choses, 3 fois par semaine, 1 heure, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup changer son mode de vie. La base, c'est la même chose. La base de l'alimentation reste primordiale, donc il faut manger correctement, saisonnalement, le plus possible fait par nous-mêmes, comme ça au moins on sait ce qu'il y a dans l'assiette, et bien équilibré. Mais ça, c'est des choses de base que je pense que les gens devraient connaître. Mais celles et ceux qui ne connaissent pas, qui sont un peu perdus justement,
Là, on en revient à la première fois où on s'était rencontrés il y a 2 ans, quand on avait fait cette fameuse formation en nutrition. Alors, à l'époque, tu n'avais pas encore ce chef-d'œuvre. Il était en ébauche, d'ailleurs. Je faisais partie des premiers privilégiés qui ont eu l'occasion de le relire consciencieusement, en mettant des petites remarques, etc. Donc, tu as gentiment enfin, tu fais gentiment profiter tous les membres, en tout cas de ton club, et toutes les personnes qui vont sur ton site internet de ce fameux guide nutrition pour permettre d'effectuer son bilan, le Ouais. bilan de ce qu'on mange actuellement. Exactement, j'avais écrit un livre il y a 2 ans. Bon, moi, on m'a demandé de faire une formation pour la nutrition sportive. Je me suis dit, bon, du coup, je fais les choses bien, alors je vais me donner la peine. J'ai sorti un livre, hein. Mais le livre, maintenant, il faudrait presque l'éditer parce qu'il y a des choses déjà que je pourrais améliorer. Et puis, le livre est trop gros, donc je me suis dit, il faut un truc pratique. J'ai fait beaucoup de nutrition sportive pour des athlètes qui ont même été aux Jeux Olympiques dernièrement. Et je me suis dit, il faut un truc un peu plus léger, plus facile à utiliser. Et j'ai fait une petite brochure, c'est pas grand chose, c'est à peu près 60 pages. Je sais pas si on voit, nutrition sportive, le guide pratique. Et là-dedans, c'est écrit pas par pas comment calculer ce qu'on a besoin pour manger, regarder ce qu'on mange actuellement, si c'est suffisant, est-ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit avant, pendant et après une compétition. En fait, c'est vraiment les choses que même je donne aux athlètes qui partent aux Jeux Olympiques, qui sont un peu incertains sur leur nutrition et tout ça. C'est la brochure que je le donne aussi à eux, donc c'est pour tout le monde. Et je le donne, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, on le trouve sur mon site, je donnerai le lien. Moi, mon truc, c'est vraiment d'expliquer aux gens pour le mieux, en fait. J'ai pas besoin de gagner quelque chose avec ça. Je suis contente si tout le monde est en bonne santé à l'arrivée et avec le sourire. Et avec le sourire. Alors, déjà un sourire, merci infiniment. Je partagerai les liens effectivement pour pouvoir télécharger ce guide PDF en français. Ça, c'est vraiment Oui. appréciable. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc là, je vais te demander, pour celles et ceux qui n'ont pas le livre, et forcément, étant donné qu'on est tous hyper bookés, on n'a pas le temps, dans 3 semaines, c'est les 10 km de Payerne. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je mange avant de participer à peut-être ma première course de la saison, ou tout simplement ma première course de ma vie ou de l'année, parce que il faut absolument que j'arrive à tenir cette bonne résolution que j'ai prise le 1er janvier 2025. Comment est-ce que je m'y prends pour manger ce qu'il faut ce jour-là? Ce jour-là, on s'arrête au jour-là, hein. Ce qu'il y a avant, c'est vous mangez normalement jusqu'à la soirée d'avant. Il n'y a pas besoin de faire un programme spécial nutrition pour un 10 km. Pour un marathon, pour encore en parler, mais pas forcément pour un 10 km. 3-4 heures avant, on fait, on peut, je lis le livre, hein, parce que Bah oui. ça, j'ai pas besoin de bégayer. Je l'ai écrit là. Alors, de l'eau, du thé, hein, on ne boit pas forcément des trucs trop sucrés, les pâtes ou du riz. Moi, le matin, je mange beaucoup de tartines avec la confiture ou du miel. Il y en a qui disent, ouais, il faut pas prendre de beurre, il faut prendre le beurre. Ça dépend de la personne et de l'humeur, je dis pour moi. Des céréales avec du lait, pour ceux qui supportent le lait, pour ceux qui supportent les céréales. Il faut jamais essayer de faire quelque chose de nouveau, parce qu'on a un concours, il faut toujours être dans l'habitude. On peut essayer de faire des nouveautés pendant l'entraînement, mais pas le jour de la compétition. Et puis ensuite, 1 à 2 heures avant l'effort, on peut peut-être encore manger un peu de pain blanc. Moi, je prends du pain tessinois. Je crois qu'on dit ça comme ça en Suisse romande. C'est très léger comme pain avec du miel pour un peu mettre de l'énergie. Une banane. Alors, les bananes, il faut faire attention parce qu'il y a des bananes très dures et des bananes très molles. Les bananes très dures, elles agissent peut-être seulement 3-4 heures plus tard, hein. Elles sont dures peut-être aussi à digérer, donc pas forcément avant une course. Et pour de la course, on a besoin de sucre qui arrive direct dans le sang, donc je prendrais plutôt la banane la banane la plus brune qui est à disposition, vraiment pour que l'énergie arrive directement là où elle a besoin. Et puis après, beaucoup d'eau, j'ai de l'eau, du thé, du jus de fruits aussi, pourquoi pas, du jus de pomme avec de l'eau, c'est parfait. Juste avant l'effort, si vraiment vous avez l'impression qu'il faut absolument prendre quelque chose, la banane très mûre. On peut prendre des boissons riches en glucides. Je fais pas de pub dans mes livres, donc je vais pas faire de pub maintenant non plus. Il y a assez de produits, mais il faut prendre des produits qu'on connaît et pas des nouveautés. Et des barres ou des gels énergétiques avec du liquide, la même chose. Si on prend un de ces gels énergétiques, il faut pas oublier de boire parce que ça va pas aller si facilement absorbé par le corps si on ne met pas l'eau avec. Donc voilà. Pendant la compétition, on continue, hein.
Là aussi, c'est 60 grammes de barres énergétiques toutes les 15-20 minutes. Enfin, de barres énergétiques, pour moi, c'est du gel parce que moi, je peux pas manger dur quand je suis en compétition. Donc, j'irai jamais manger une banane ou du chocolat. Il y a des fois du chocolat sur les stands. Ouais, après voilà, il faut pas essayer de prendre quelque chose de nouveau. Prenez vraiment des choses que vous avez besoin, puis après se poser la question, est-ce que pour 1 heure, j'ai vraiment besoin de manger quelque chose en route? Je dirais pas forcément, mais après, est-ce on prend à la légère et on essaie vraiment de profiter à fond? À chaque ravitaillement, on peut manger un peu. Ouais, c'est un choix après. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup manger pour un 10 km. Par contre, boire, c'est très important, vous l'avez compris. Donc, en tout cas, chaque ravitaillement, surtout s'il fait très chaud, boire de l'eau. De l'eau ou peut-être de l'eau, une boisson qu'ils offrent, si on la connaît. Si on la connaît pas, faut faire attention. Et il faut pas se faire de soucis avec ça. Le corps, il a assez de réserves pour avancer. La seule chose, c'est que si vous allez trop vite par rapport à ce que votre corps s'est entraîné, il va arriver dans un mur et ça s'appelle au marathon le Hammerman. Je sais pas comment on dit en français. Le mur du marathon, voilà. Ça, c'est généralement quand on a été un peu trop vite, on n'a pas eu assez d'énergie. Enfin, le système énergétique doit s'adapter et il nous freine. On arrive dans un mur. Mais c'est une autre distance. Il y a quelque chose d'essentiel que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est effectivement ne pas tenter de nouveautés. Rien essayer de nouveau le jour de la course. Alors toi, là, tu as parlé de nutrition, mais j'extrapolerais même ça, ou j'étendrais même ça au matériel. Pas tester les nouvelles chaussures de course à pied le jour d'un 10 km, pas tester le nouveau short ou le nouveau t-shirt au risque d'avoir certaines parties qui peuvent être rouges au sang, et c'est pas hyper agréable. Donc c'est vraiment se mettre dans les conditions d'une pratique habituelle pour supprimer tout ce qui peut être parasite dans le jour J, le jour de la course. Exactement. Et donc je participe à ce 10 km, donc c'est la première course de l'année pour moi. Moi, ça sera la première course qui permettra de m'amener progressivement vers le semi-marathon au printemps. Mais si le seul objectif que j'ai, c'est de courir un 10 km. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de me dire, bah tiens, j'ai un 10 km et puis après, le déluge? Je pense que ça dépend les personnes. Il y en a qui sont contents avec ce challenge. Une fois qu'ils ont fini le challenge, ils passeront peut-être à autre chose. Ce sera peut-être du vélo ou je sais pas quoi, ou un nouveau travail, ou ça dépend, un mariage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de challenge et c'est une fois. Et ils ont dit, souvent c'est un marathon à 40 ans. Ça, c'est la classique. Un marathon à 42 ans, 42 km. C'est très souvent que j'entends ça. Après, si on a qui commencent vraiment, qui ont apprécié ce temps pour soi, qui ont apprécié un peu de sortir de l'habitude, de s'embêter, je dirais de s'enquiquiner et de s'embêter. J'ai des mots allemands qui arrivent en tête, donc c'est un peu embêtant en français. Mais ouais, ils ont commencé à apprécier ces 3 fois par semaine ou même plus avec le temps, et ben ils peuvent choisir une autre distance où ils peuvent aller refaire un 10 km un peu plus rapidement ou alors un 10 km mais dans un autre endroit. Il y a beaucoup de possibilités d'évoluer et de continuer. Mais forcément avoir un objectif pour après. Où on peut se dire, bah, finalement, effectivement, comme tu l'as dit, bah, peut-être que c'était avant le mariage, 42 km pour ces 42 ans, etc. Et puis ensuite, bah, je retourne à mon canapé. Sans jugement, forcément, mais... Ouais, pour moi, ça m'est égal, en fait. Oui, alors j'imagine bien. Moi, je vis avec des objectifs. Quand j'ai pas d'objectifs, comme là, pendant la période du Covid et tout ça, j'avais plus, enfin même, j'ai arrêté les compétitions. Du coup, j'ai plus d'objectifs vraiment fixes. Moi, je me fixe toujours des objectifs. Par exemple, aller voir tous les lacs du canton, aller faire tous les sommets du canton. Je m'occupe, je m'occupe, mais j'ai besoin de ça. C'est ma vie. Après, je dis, chacun peut voir pour lui s'il a envie de se fixer d'autres objectifs. Il y a un calendrier des compétitions qui dit, OK, en printemps, en automne, en printemps, en automne et en hiver, pourquoi pas autre chose, ou en printemps, un 10 km, en automne, un demi-marathon. Pourquoi pas changer sous du triathlon? Chaque personne doit choisir pour lui ses objectifs, s'il veut continuer, s'il veut changer, s'il veut évoluer, et si ça lui plaît. Je dirais, il y en a qui commencent un truc à cause d'un pari, et ils le finissent pour le pari, mais ils veulent pas forcément continuer, donc c'est très individuel. Et puis, dans cette notion d'objectif, on parlait beaucoup d'entraînement, mais on n'a pas parlé non plus de récupération. Quand on commence 3 fois 30 minutes
ça peut paraître beaucoup et ça peut être beaucoup quand on a l'habitude de rien faire. Donc j'imagine que les signaux que nous envoie notre corps au début, c'est un peu contradictoire. Genre, tu mets tes chaussures, ils te disent, ton cerveau te dit non, fais surtout pas ça. Mais j'imagine que la récupération, c'est une composante qui est extrêmement importante, que ce soit pendant la préparation et aussi après un objectif qui soit intermédiaire ou principal avant de repartir sur autre chose. Ouais, pendant la préparation, il y a toujours des semaines où on dit un peu relâche. Mm. Ça veut dire que 3 semaines, je vais m'habituer à prendre un rythme et après, je vais faire une semaine un peu moins. Mais je vais rester aux 3 fois par semaine parce que j'ai dit au début, c'est une régularité qu'il faut qu'on adapte, qu'on apprenne à notre corps, de régulièrement faire quelque chose. On ne peut pas tout d'un coup s'arrêter et reprendre après. C'est mon avis, hein. Après, il y a peut-être d'autres coachs qui disent autre chose. Moi, généralement, je continue mon rythme d'entraînement, mais je fais autre chose. Bah, à la place d'aller faire 1 heure d'intervalle, enfin 1 heure d'entraînement sur la piste, j'irai faire 1 heure de natation en piscine à côté du wellness. Après, à la place de faire 1 heure de course rythmée, j'irai faire avec le VTT, peut-être un petit tour. Enfin, le truc, c'est vraiment de rester un peu dans l'habitude, mais de baisser l'intensité de l'entraînement pour que le corps récupère. Après, oui, si je vais faire du VTT, mais que je me tape 3000 mètres de dénivellation, c'est pas vraiment le but. Il faut vraiment toujours rester, OK, cette semaine, c'est repos. Je fais quelque chose pour moi, mais pas forcément de l'intensité. Et comme ça, le corps récupère. Il se dit, ah, cool, super, maintenant j'ai le temps pour me mettre en forme. Et puis, avant que ma petite personne avec son cerveau commence de nouveau à me donner des trucs impossibles à faire, je vais m'améliorer. Comme ça, je serai prête pour la prochaine série d'entraînements que je pense qu'il va revenir. Et quand on reprend les entraînements avec un peu plus d'intensité, le corps on fait prêt à adapter, enfin, à faire ce genre de choses. Et comme ça, on amène gentiment le corps, la condition physique au niveau où on aimerait aller. Si on fait trop de pauses, le corps, il va se dire, OK, ou bien toujours la même chose. Il y a aussi ceux qui font toujours le même tour, toujours dans le même sens, toujours à la même heure. Surtout, pas changer les habitudes. À un moment donné, le corps, il va se dire, mais j'ai des gens qui sont venus me demander pourquoi j'arrive pas à m'améliorer. Je dis, mais ton corps, il aime bien faire ce que tu fais, il s'adapte un petit peu, mais après, quand il voit que tu changes rien, eh ben, il se dit, bon, bah, c'est bon, là, j'ai supporté le coup, je vais pas m'améliorer. Donc, c'est pour ça aussi que je dis, ben, un intervalle, une course rythmée, changer de discipline, changer la distance, changer le sens de l'entraînement. C'est toujours des petits inputs, je suis désolée, qui vont embêter un peu le corps et puis il va se dire, ah bah mince, ah ben il faut que je change quelque chose pour la prochaine fois j'arrive à faire ça sans problème. C'est bien imagé, effectivement, cette notion de challenger un peu le corps, d'essayer de lui faire un peu des pièges pour qu'il s'adapte. Et puis cette notion de progressivité, effectivement, donc, on l'a très bien vu, hein, comme tu as très bien décrit chaque couche successive de cette pyramide. Alors malheureusement, tu m'as pas offert la pilule qui me permettait de courir 10 km en 40 minutes, ou enfin 39 minutes 59, sans difficulté. Donc il n'y a pas de miracle finalement, c'est la progressivité qui nous amènera à un record, à un temps. Et puis Voilà. le temps, il est ce qu'il est. On s'entraîne pour un chrono. Le chrono, le jour de la course, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que ben, on va l'atteindre ou pas, hein, notamment ce qu'on va manger le matin avant la course ou le ravitaillement. Mais ce qui est essentiel, je dirais, c'est la préparation et le travail qu'on met en amont, les différentes étapes de la pyramide qu'on construit, qui nous offrent, qui nous maximisent les chances d'atteindre ces objectifs. Et puis, Je dis le meilleur moyen vraiment aussi pour le long terme, c'est d'avoir plaisir de faire ce qu'on fait. Ça doit pas être un devoir, ça doit pas être, bon, s'il y en a qui ont fait des paris et qui veulent absolument, et c'est un devoir, c'est leur affaire, mais je dis, il faut que ce soit un plaisir, faut le faire. Et pour ceux qui participent au premier 10 km, que ce soit un 5 km, c'est égal. Mais passer la ligne d'arrivée avec un sourire. Déjà, c'est mieux pour la photo finish. c'est clair, c'est clair. Quand tu payes 45 photos puis qu'il n'y en a pas une où t'es pas violet, c'est clair qu'il n'y a absolument Alors, aucun fan. pour ceux qui font la première fois, regardez, repérez où sont les Ouais. photographes, faites des sourires quand vous passez, dites merci aux enfants qui vous encouragent, Ouais. prenez les verres d'eau avec un sourire et passez la ligne d'arrivée avec un sourire. Et je dis pour ceux qui commencent, c'est déjà la satisfaction de l'avoir fait.
d'avoir passé la ligne d'arrivée avec le sourire et l'améliorer, on peut toujours Ouais. continuer. Je veux dire, on s'améliore jusqu'à 90 ans. Il y en a qui font du marathon à 8 ans, 90 ans. C'est un des infinis. On peut toujours s'améliorer. Mais pour une première fois, gardez le sourire. Ça reste un excellent indicateur, un excellent KPI. Et puis, je crois qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. Donc, on va regarder toutes les photos finish du 10 km de Bayern pour voir qui c'est qui sourit pas, qui c'est qui a pas pris plaisir. Moi, j'ai prévu de sourire en tout cas. Je te remercie vraiment beaucoup, Véronique, d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un plaisir de pouvoir profiter de ton expérience. Et encore merci d'offrir si généreusement ton e-book sur la nutrition. Je te recommande, il est vraiment fantastique. J'ai passé des soirées à passer au stabilo, les informations, à faire des calculs, etc. Ma femme l'a utilisé, ça fonctionne. Donc je suis passé de 85 kilos et j'en fais 72 maintenant. Et ça demande du travail. Alors, c'était peut-être les 85 qui étaient trop, hein, mais il y a quand même une certaine rigueur dans ce livre-là que j'ai apprécié, donc je le recommande. Merci infiniment. La version e-book, il y a vraiment que les informations, si quelqu'un le souhaite, avec le journal de bord où on peut écrire, soit vous prenez un cahier à côté, soit vous pouvez me le demander, j'en ai encore quelques-uns, mais mon but n'est pas de vendre, c'est vraiment de vous communiquer les informations, donc vous pouvez le faire très facilement avec le e-book. Je confirme. Tout est fait pour, en tout cas, faciliter les gens. Merci infiniment, Véronique. C'est quoi la prochaine course ou formation que tu vas donner chez Suisse Olympique? Pas Suisse Olympique, la prochaine formation, c'est Suisse Athlétique. Les entraîneurs, c'est pas une formation, c'est les examens. Ah. D'ailleurs, tu devrais une fois y passer, oui. Je pense. Je vais y passer bientôt, j'imagine. Ouais. Les entraîneurs C, donc c'est le premier niveau pour être entraîneur chez Suisse Athlétique. Après, j'ai Suisse Triathlon, les formations course à pied, Suisse Triathlon, c'est moi qui les donne aussi. Les formations Suisse Triathlon, entraîneur C, je vais aussi aider. Après, il y a plein de choses, des cours. Enfin, je fais beaucoup. Il y a les formations pour le sport adulte, comme toi tu as fait, pour former les entraîneurs, les moniteurs pour les adultes. Je suis en route un peu partout en Suisse, c'est bien, j'habite en Suisse centrale, donc je suis assez proche de tout. Je peux passer partout. Ouais, je vais aller à Lausanne, je vais aller à Neuchâtel, je serai à Sourzé, c'est pas très loin pour le triathlon, beaucoup à Macolin, je vais jusqu'à Ténéro. Ouais, c'est magnifique. C'est sport. Ouais, c'est sport, tu bouges bien. Magnifique, donc je sais au moins qu'aller dans un an plus tard, on se reverra, donc je me réjouis. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Ça dépend de toi. Ouais, merci infiniment, Véronique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.